Fragment d'un discours révolutionnaire. À l'école des trotskismes français, par Jean Birnbaum. Aujourd'hui, au plus près du feu, Torquemada chez les trotskistes. Imaginez, voilà des années que vous militez au sein de l'organisation. Comme chaque semaine, vous vous rendez en réunion de cellule et vous vous préparez à rendre compte de votre activité. Vous avez vendu tant de journaux, recueilli tant de signatures et vous avez rencontré un sympathisant prometteur qui envisage sérieusement de venir au prochain meeting central. À peine entré, pourtant, vous êtes saisi par l'atmosphère glacée qui règne aujourd'hui dans le local. Et vous comprenez d'instinct que l'ordre du jour doit comporter quelque chose d'exceptionnel. Très vite, en effet, le responsable de cellule entre dans le vif du sujet. Camarades, le militant que vous connaissez tous sous le nom de Varga vient d'être démasqué. Aujourd'hui, les faits sont clairement établis. Depuis 10 ans, Varga abusait de notre confiance. Il n'était en fait qu'un agent double, non seulement stipendié par la CIA, mais encore téléguidé par le GPU. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à rentrer chez vous et à passer cette affaire au crible de votre conscience. Car de deux choses l'une. Soit Varga, réfugié en France après l'insurrection hongroise de 1956 et membre des instances dirigeantes du parti, n'a effectivement jamais été qu'un espion et un provocateur, soit votre organisation est en train de reproduire ce que Trotsky appelait la technique de l'amalgame grossier, c'est-à-dire de misérables procès de Moscou en miniature. Comédien et réalisateur, Alex Métayer milite activement au rayon spectacle de l'Organisation communiste internationaliste, ou OCI, dans les années 70, et il reste aujourd'hui un proche sympathisant du Parti des travailleurs. Alex Métayer. Alors, l'affaire Varga, là je reconnais une faille dans mon intellect. On est en cellule, on vous parle de Varga. Quelqu'un que vous estimez. Et c'est vrai que les méthodes staliniennes peuvent se glisser en dehors du stalinisme. Hein. Parce que cette explication-là, je l'ai eue après coup sur l'improbable culpabilité de Varga. Mais à l'époque où j'y étais, moi j'étais convaincu. Et c'est ce qui s'est passé pour plein de militants sincères à qui on disait méfie-toi, n'aie pas de relation avec un tel parce que il est un agent de la bourgeoisie ou je sais pas quoi, un dénonciateur ou bon. Varga, c'est les années 70, hein. C'était mes débuts. Donc j'étais encore dans cette espèce de bon, un responsable me le dit, c'est lui qui m'a fait faire mon GER, qui m'a donc instruit. S'il dit pas de conneries. Parce que ce qui se passe à l'intérieur d'une organisation, quand vous êtes stalinien, et qu'il y a des prébendes, qu'il y a un poste, qu'il y a des appartements, qu'il y a de l'argent, qu'il y a une voiture, qu'il y a une secrétaire, un chauffeur et machin, etc., et que vous vous battez pour ça, on peut comprendre. Mais lorsque l'on est dans une organisation, une petite organisation, il est très difficile d'arriver à supposer qu'il puisse avoir une lutte d'influence à l'intérieur et que Varga va être lourdé parce qu'il ne s'entend pas avec Lambert, par exemple. Je ne l'ai jamais su. Ça, je ne l'ai jamais su. Il y a eu des bagarres internes. C'est vrai qu'il y a eu des bagarres internes. Et que vous dites la ligne est bonne, la ligne est juste, et puis les hommes restent les hommes. Comme j'ai pu voir, moi, des choses incroyables. J'ai pu voir, par exemple, un responsable de secteur au-dessus de nous qui était contesté par mon responsable de cellule, et que le responsable de cellule avait envie de prendre le poste au-dessus. Attendez, que du boulot en plus, pas de pognon, pas d'avantage, pas de bagnole, non, rien. Pour le pouvoir. Mais vous arrivez difficilement à le croire.
dites, attends. Et c'est vrai que par moments, vous êtes un peu épouvanté. C'est vrai que la révolution, elle se fait avec des hommes. Et c'est pour ça qu'on n'est pas des chrétiens, qu'on ne dit pas il faut d'abord se changer soi-même. On dit, il faut avoir une organisation qui soit le plus contrôlée possible. Mais les hommes restent les hommes. Dans les années 70, Jacques Kirchner, dit Berg, aujourd'hui scénariste et producteur de cinéma, est membre du bureau politique de l'OCI, dont il dirige un temps le service d'ordre musclé. En 1979, il sera lui aussi contraint à l'autocritique et exclu. 7 années auparavant, pourtant, il avait lui-même voté l'exclusion de Varga. Jacques Kirchner. J'hésite très longtemps, et puis je finis par voter. Même ça m'empêche de dormir. Mais d'une certaine manière, je sais que je suis en voie de rupture. Mais c'est toute la difficulté d'appartenir à un appareil. C'est toute la difficulté d'être membre d'une organisation léniniste. Mais une organisation, c'est toujours le choix que vous faites entre je pars et pourquoi je pars, ou je reste. Ou vous pensez que l'essentiel de ce qui vous y a amené a été remis en cause et vous partez, ou vous pensez que il y a des coups de canif dans le contrat, mais que le contrat reste valable. C'est l'éternel problème. Je ne pense pas, alors, que tous ces psychodrames soient propres au stalinisme. C'est propre à toutes les églises, parce qu'auparavant, ça existait dans les églises. C'est propre à toutes les organisations où l'essentiel de l'existence se passe à l'intérieur de l'organisation. Pour des gens qui, comme moi, sont des permanents, ils commencent le matin à 6h du matin, ils finissent à 1h du matin. Et toute leur journée, et tous les jours de la semaine, et tous les mois. Donc, le seul univers, c'est l'univers de l'organisation. C'est ça qui fait qu'on aboutit à des sectes. C'est la notion de révolutionnaire professionnel. C'est-à-dire de type qui se retire de la société, qui est payé mal, très mal, pour être au service de l'organisation, qui est la médiation des intérêts généraux du prolétariat, on est en plein délire. On est en plein délire. Alors ça donne le meilleur, le jésuitisme militant. Et d'ailleurs, Trotsky fait la comparaison entre les bolcheviks et les jésuites. Et puis aussi les procès de Torquemada, l'Inquisition. Gagné au trotskisme pendant la guerre, le philosophe Claude Lefort s'en est assez vite détaché pour fonder en 1949, et avec son camarade Castoriadis, le groupe Socialisme ou Barbarie. Claude Lefort. Ma critique, que j'avais faite depuis le début de la bureaucratie, allait jusqu'à mettre en doute la légitimité d'une organisation séparée qui puisse se poser comme détentrice de la connaissance et capable de donner des directives à la classe ouvrière. Ça, j'étais contre. Et je suis sorti pour cette raison. Il y a une formule très significative que j'ai citée à l'époque, qui a été plusieurs fois citée depuis, de Trotsky, déclarant devant le Congrès, vrai, juste ou non, mon parti, ma patrie, citant la formule anglaise, right or wrong, it is my country. Bon, c'est là où je parle de fétichisation, cette adhésion qu'il avait à l'idée même du parti, l'a aveuglé. Les trotskistes se pensaient le parti à venir. Enfin, ils étaient déjà un parti, mais ils voulaient devenir la direction révolutionnaire. Ils se pensaient la direction révolutionnaire en puissance. Et donc, avec tout ce que ça entraîne, c'est-à-dire la subordination. Certes, on discutait dans le trotskisme. Je n'y serais jamais entré si ça n'a pas été un lieu où on pouvait parler, où on pouvait discuter. Mais en même temps, il y avait le primat de l'unité du parti. Il y avait une espèce d'incorporation de chacun dans le parti qui, moi, m'a été très vite insupportable. Varga Nagy, agent double, provocateur stipendié de la CIA, travaillait pour le compte du NKVD. Les petits bourgeois ne seront naturellement pas satisfaits par cette démonstration.
Ils voudraient que nous leur communiquions le numéro de la carte d'agent du KGB de Varga Nagy, si tant est que le GPU met en carte ses agents à l'étranger. Le flagrant délit ne leur suffit pas. Il leur faudrait l'autodénonciation des cadars et des bureaucrates du Kremlin. Nous ne nous faisons cependant aucune illusion. La foule des ennemis du trotskisme ne se laissera jamais convaincre par les pièces à conviction pourtant authentifiées par Varga Nagy lui-même. Rappelons qu'en 1917, avant la victoire de la Révolution d'octobre, ceux qui avaient embauché le provocateur Malinovski et ceux qui l'avaient couvert ont cherché à utiliser la provocation contre Lénine et le parti bolchevique. Constatons également que si ceux-là, les ennemis du trotskisme, devaient admettre, après que nous en ayons administré la preuve irréfutable que Varga est un provocateur, il leur faudrait mettre fin aux attaques contre l'OCI. Ce serait trop leur demander. Provocation dans la 4e internationale, l'itinéraire du provocateur Varga, document de l'OCI. Comme Alex Métayer, Bernard Murat, aujourd'hui metteur en scène et directeur de théâtre, s'investit largement dans les activités du rayon spectacle de l'OCI au cours des années 70. Bernard Murat. Il faut voir comment ça se passe aussi. On est happé dans ce qu'on fait. Bon, l'affaire Varga, en ce qui me concerne, on va pas chercher plus loin. Je veux dire, bon, on peut pas penser à un moment donné que ça soit pas vrai, quoi. En même temps, ça semble ahurissant. Bon. Quand on est militant du PCI, enfin de l'OCI à l'intérieur de la CGT, et qu'on voit ça à longueur de congrès dans l'appareil stalinien, qu'on le vit tous les jours, et qu'on voit comment il y a cette... Moi, j'ai des souvenirs qui sont... où j'ai encore la trouille au ventre, rue Lafayette, où on se retrouve, notamment sur l'affaire tchèque, on se retrouve vraiment dans un couloir. Moi, j'ai été sauvé à un moment donné de la castagne dure par Piccoli et par Delphine Seyrig, quand même, dans un couloir où je me suis retrouvé avec des gros bras de Billancourt qui avaient rien à voir avec les gens avec qui je discutais de la Fédération du spectacle. Ils étaient d'un côté du couloir, de l'autre côté. Il faisait nuit, ils avaient éteint les lumières et je savais pas ce qui allait se passer. Bon, quand on vit dans cette espèce de truc, on a l'impression d'être un héros. Quand on rentre chez soi le soir, on dit putain, qu'est-ce que j'ai vécu. Bon, on va à la cité de la Courneuve, à la cité des 4000, diffuser des tracts. Les mecs du PC sont sur les toits et du 20e étage, ils balancent des parpaings comme ça sur les militants de l'OCI. Mais ça soude une organisation, ça. On peut vous raconter n'importe quoi quand vous échappez à un truc comme ça. On s'est retrouvé avec 300 mecs du PC d'un seul coup, qu'on n'avait pas vu arriver. On était 30. On a failli se faire, mais vraiment lyncher, quoi. Mais c'était ça, ce climat-là, dans les années 70. Mais il faut pas oublier non plus que cette organisation qui lutte avec sincérité, efficacité, détermination contre le stalinisme, elle reproduit. Elle est aussi le produit du stalinisme, d'une certaine manière. C'est le mot de Danton. Vous avez fait de nous des brutes et des bêtes, et nous nous conduirons comme des brutes et des bêtes. Je veux dire, c'est exactement la même chose. Mais c'est les organisations qui sont le plus près du soleil, quoi. C'est-à-dire celles qui se battent au plus près du feu. À un moment donné, ils reproduisent la même chose. Moi, j'essaie de me mettre dans la conscience politique d'un militant lambertiste de l'époque. Vous voyez qu'il y a des livres qui sont co-édités, co-préfacés par Jean-Jacques Marie et Varga, par exemple. Et puis, un an après, on vous dit c'est un agent de la CIA et du KGB. C'est incroyable, non ? Non. Parce que ça a toujours existé, ça existe encore aujourd'hui. Mais dans la vie aussi, je veux dire, moi je pense que la vie est profondément désespérante et que tout le monde peut trahir tout le monde. Alors ça, c'est mon fond philosophique. Tout le monde peut être retourné, tout le temps. Dans l'histoire du trotskisme, il y en a eu d'autres avant. On peut se dire, oui, ça peut arriver. Mais sur l'affaire Varga, c'est vrai qu'on s'est pas beaucoup posé de questions, quoi. Bon, voilà, c'est vrai. Ça semble incroyable. Et pourtant, on y croit. Et puis, bon, il faut relativiser les choses. On le tue pas, on le fusille pas, on le déporte pas. Moi, je vais vous dire quand ça m'a vraiment... Alors, c'est tout à fait accusateur ce que je vais dire. C'est quand c'est arrivé à Stéphane Juste. Voilà. Là, quand c'est arrivé à Stéphane Juste, je dis putain, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Mais sauf que j'avais commencé à démythifier le père. Longtemps dauphin désigné de Pierre Lambert, Stéphane Juste est l'un des chefs historiques de l'OCI. Une organisation dont il représente le théoricien redouté et incontesté, Jacques Kirchner, dit Berg.
C'est un ouvrier de la RATP qui était un homme passionnément passionnant, je dirais, excessif en tout. Mais avec des gens comme Renard, comme Roqueton, ce sont les quelques types qui ont résisté au stalinisme, je parle dans les années 50, hein. Quand être ouvrier, lui était ouvrier à la RATP, ouvrier d'entretien, quoi. C'était pas franchement rousse tous les matins, hein, parce que ça voulait dire que dans les faits, personne ne vous adressait la parole, que vous étiez à la fois isolé par l'appareil qui contrôlait tout, les dépôts des RATP où vous travailliez, et évidemment un peu mis en index par la hiérarchie, naturellement. Alors ces types avaient des réactions, avaient pris tellement de coups, qu'évidemment, quand ils ont commencé à recruter des militants, à être membres d'une organisation un peu plus nombreuse que les quelques-uns qu'ils étaient auparavant, toujours écrasés, toujours minoritaires, toujours jetés physiquement des réunions quand ils voulaient prendre la parole, et pour qui connaissait Stéphane Just, voilà, c'est un type qui s'est toujours fait jeter dehors physiquement et qui demandait à chaque fois la parole tout en sachant qu'il allait se faire foutre dehors, qu'il n'aurait pas le temps d'atteindre la tribune. Donc, ce sont des militants qui, d'une certaine manière, étaient des militants du romanesque révolutionnaire. C'était un intellectuel par défaut. Je veux dire, Stéphane, c'est un type qui a rêvé de faire des études de physique. C'est un type intelligent, doué d'ailleurs. D'ailleurs, Jospin l'a très bien connu, il a contribué à sa formation. Ils étaient dans la même cellule. Et c'était un type qui était non seulement un lecteur de Marx plutôt heureux, mais c'était un factionnaire des ouvrages théoriques. Il montait la garde devant Marx, dont les tests sur Feuerbach, devant la phénoménologie, devant Hegel. Et c'est lui qui m'avait dit un jour, je l'ai écrit dans Carré Rouge d'ailleurs, mon déjeuner, il y a quelques années, après son exclusion à lui, il m'avait dit, Charles, heureusement qu'on n'a pas pris le pouvoir, parce que sinon... Et il s'est passé la main derrière la nuque. L'air de dire, on aurait fusillé des gens, ou on aurait été fusillé. Je crois qu'il avait raison. Après avoir instruit d'une main de fer nombre d'exclusions, dont celle de Varga et de Berg, Stéphane Just, militant ouvrier devenu procureur en chef, est à son tour expulsé de la vieille maison lambertiste en 1984. Pierre Dardot, aujourd'hui professeur de philosophie et ancien membre du comité central de l'OCI, a assisté à son exclusion. Pierre Dardot. L'histoire du trotskisme a été marquée, alors là je ne parle que de mon expérience, mais je pense qu'on pourrait finalement remonter assez loin en arrière pour arriver à une conclusion assez similaire. Elle a été marquée par une reproduction sur le plan finalement des mœurs organisationnelles de ce qui a prévalu dans l'organisation qui était celle des mouvements staliniens. Ça je pense que même chez les militants de l'OCI ou chez les dirigeants de l'OCI, ça s'est trouvé théorisé de façon bien sûr orale, jamais écrite, mais ça s'est trouvé théorisé sous la forme d'un raisonnement qui revenait assez souvent, qui est que finalement les organisations trotskistes au début du vivant de Trotsky ont été des organisations assez naïves, qui se sont toujours fait avoir par le stalinisme parce que elles étaient un petit peu angéliques du point de vue en tout cas de leur méthode d'organisation, et elles ne se sont pas protégées ou prémunies particulièrement contre la concurrence politique du stalinisme. Et finalement, il y avait une sorte d'orgueil de la part des dirigeants de l'OCI à affirmer que l'OCI était la seule organisation se réclamant du trotskisme à avoir tiré les leçons de cette histoire et justement à avoir retourné les méthodes du stalinisme contre le stalinisme. Donc il y a une volonté de se démarquer de ce qui avait fait l'angélisme d'une bonne partie des organisations trotskistes qui avaient répugné à utiliser les méthodes du stalinisme contre le stalinisme. Et là, l'OCI se démarquait de façon extrêmement nette. Et on en tirait finalement, encore une fois, un motif d'orgueil. On ne se laissera pas faire. Nous, à la différence des autres, on ne se laissera pas faire. Je crois que c'est une contradiction que nous avons vécue et je crois qu'il faut l'assumer. C'est-à-dire que c'est une contradiction qui est proprement insurmontable. Il y avait une foi en l'avenir, qui était une foi en la révolution,
Et puis en même temps, c'est vrai, cette foi en l'avenir était porteuse d'un certain aveuglement par rapport à la réalité elle-même, par rapport à son évolution. Et je pense que justement, il y avait des moments de doute où l'on pouvait soupçonner que les choses n'étaient pas tout à fait conformes à nos schémas, mais en même temps, ce qui continuait de nous rattacher, c'était justement la valeur proprement existentielle de cet engagement, c'est-à-dire l'idée que, somme toute, dans ce combat, il pouvait certes y avoir des zones d'ombre, des choses qui n'étaient pas belles, des choses qui relevaient de logique d'appareil, de logique sectaire, mais que ça valait le coup de combattre pour ça et de vivre pour ça. L'exclusion de Stéphane Juste, c'est un moment qui a été particulièrement difficile à vivre parce que Stéphane Juste n'est pas n'importe qui. Alors, c'est quelqu'un qui portait, dans une certaine mesure, avec Lambert, la mémoire de cette organisation. Donc pour les plus jeunes, pour les jeunes que nous étions, c'était quelqu'un qui constituait une référence, ce qui n'a jamais été, par exemple, le cas de Berg, en tout cas pour moi. Donc le fait que Stéphane Juste ait été exclu, ça a été, et je pense que je ne suis pas le seul à avoir vécu cela douloureusement, quelque chose de très pénible. Notamment parce que je me souviens du congrès, du silence. On entendait vraiment voler les mouches lorsque l'exclusion a été prononcée. Je me souviens du silence. Je me souviens du silence qui était extrêmement pesant. Je me souviens d'une espèce d'étouffement, enfin d'atmosphère assez étouffante. Et je me souviens particulièrement de la fin, c'est-à-dire du moment où Stéphane Juste a quitté la tribune en sanglotant, en pleurs, parce que c'était un homme qui était complètement brisé. Et c'est un homme auquel on a donné tout juste la permission d'aller prendre ses affaires personnelles dans son bureau avant de quitter définitivement le local dans lequel il avait vécu comme permanent pendant des années et des années. Il était sur la défensive, et la logique de l'appareil est telle que, effectivement, après qu'on ait été procureur au service de l'appareil, lorsqu'on est accusé par l'appareil, on est dans une position de faiblesse qui est telle qu'on ne peut pas faire autre chose que de se défendre. Et donc je me souviens très bien de cette posture extrêmement défensive de Stéphane Juste, concédant effectivement certaines choses à l'accusation, ce qui faisait évidemment que les cadres qui étaient réunis là avaient tendance à ajouter foi à la version officielle, puisqu'elle était nourrie par les aveux même ou les confessions qui étaient celles de l'accusé. C'est à partir de ce moment-là qu'un certain nombre de doutes ont commencé à naître dans mon esprit sur la légitimité de cet appareil. Connu pour ses travaux d'historien et fondateur de l'Institut Léon Trotsky à Grenoble, Pierre Broué s'est engagé dans le mouvement révolutionnaire sous l'occupation. Figure fondatrice de l'OCI, il est l'un des principaux compagnons d'armes de Pierre Lambert jusqu'à la fin des années 80. Comment est-ce qu'on tient le coup à travers toutes ces épurations, tous ces procès, etc. Pierre Broué. C'est une bonne question. D'abord, j'ai commis un certain nombre d'erreurs d'appréciation, et notamment celle de croire que le vrai agent de la terreur interne était Juste et non pas Lambert. Parce qu'ils se partageaient les rôles. Lambert était caressant et Juste brutal. Mais en fait, c'était quand même Lambert qui était l'homme de la terreur. Et bon, j'ai cru ça, qui fait que quand Juste a été écarté, et pas par moi d'ailleurs, contrairement à ce que racontent tous les imbéciles, j'étais assez satisfait. C'est lui qui m'avait traité de connard, parce que j'étais patriotard. Et il célébrait sa propre guerre en disant qu'il avait couché avec la femme d'un soldat allemand, que c'était bien fort. C'est comme ça qu'il avait lutté. Bon, mais c'est vrai que je suis intervenu en disant que ce qu'il avait fait était inacceptable. Mais soyons sérieux. 15 jours avant, Juste m'écrivait qu'il allait sortir un texte d'opposition et qu'il voulait me le présenter. Et moi, qui suis un type réglo, je lui ai répondu « Oui, je serai au rendez-vous que tu me proposes. Je te préviens que j'informerai auparavant Lambert, parce que moi, je vois pas pourquoi je ferais des salades secrètes. » Je suis allé voir Lambert, je lui ai dit « Voilà, je vais voir Juste, etc. » Il m'a dit « Bon, tu me diras après. » Je te dirai après. Je suis allé voir Juste, il m'a lu son truc. À la fin, je lui ai dit « Excuse-moi, mais il y a une chose qui manque, une ligne. » Et moi, je suis prêt à signer. Mais il faut qu'il y ait cette ligne. C'est, moi, Stéphane Juste, je me reconnais responsable de la terreur que j'ai fait régner dans ce parti en hurlant contre toutes les tentatives d'opposition ou de critique. Il m'a dit, va te faire foutre.
Bien, je vais me faire foutre. Je voterai avec plaisir son exclusion si le sujet se présente. Mais il s'est pas présenté, c'est pas moi qui l'ai exclu, il a été exclu par un CC dont je n'étais pas. Je voudrais savoir comment on supporte ça, comment on supporte ça. Très mal. Très mal. J'en suis sorti très, très abîmé. Mais j'espérais, je cherchais à constituer une fraction, ce qui s'est révélé impossible de province, à cause du cloisonnement particulièrement strict. Mais je peux même aller plus loin. Si vous venez un jour chez moi, je vous ferai voir le livre d'images que j'ai fait pour un éditeur italien sur les révolutions, pour avoir l'argent qui me permettrait de mener le travail fractionnel. Un malade, si vous le soignez, vous ne le quittez pas avant qu'il soit mort. Moi, je voulais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire mon exclusion ou le redressement du parti. Alors vous me direz, je ne l'ai pas eu. Ben oui, je ne sais même pas si j'ai été exclu, mon vieux. La clownerie de Lambert, c'est aussi une existence, c'est un truc qui existe. Les types, ils se marraient. Par exemple, quand nous avons été dissous, hein, c'est incroyable comme ça, on a été dissous. Alors, on est convoqué à un comité central. Moi, je suis arrivé en retard parce que j'avais un bureau national du SNASUP, mais on est venu me chercher à Paris. Bon. Et on se trouve dans une maison bourgeoise. Bon. Et Lambert nous dit, c'est une maison avec 2 issues. Vous êtes entré par une, si la police arrive, vous sortez par là-bas. Cependant, il est possible que nous soyons écoutés. Attention. Il est possible que nous soyons écoutés. Alors, on ne prononce pas les vrais noms. Par exemple, on ne dit jamais Brouet, mais on dit Scali. Qu'est-ce que vous avez l'air comme des cons? Il avait aussi une manière de désarmer par sa connerie un peu grossière. Quand un type qui vous fait ce coup-là, vous n'avez pas imaginé quand même c'est une crapule pareille. Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français. Texte lu par Benoît Schwartz. Équipe de réalisation Frédéric Quéroux, Éric Villenfin, Jean-Richard Dufour et Brigitte Bouvier. Préparé par Myriam Ankawa, une émission de Jean Birnbaum.